Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 4 juin 2019. Allez, c'est parti. Et donc SmackDown démarre avec l'entrée du champion WWE Kofi Kingston accompagné par Xavier Woods. Et donc Kofi rentre dans le ring et il commence à faire un speech où il dit que ces derniers mois ont été incroyables. Et il ajoute qu'il pensait réellement que lors de ses 11 dernières années à la WWE, il avait tout vu et il avait tout fait. Et Kofi ajoute qu'il est très fier de pouvoir dire aux gens que tout est possible. Et à ce moment-là, il nous montre une vidéo du voyage qu'il vient d'effectuer. En fait, Kofi est allé au Ghana, donc c'est son pays d'origine, où il n'était plus allé depuis 26 ans. Du coup, on voit plein d'images de Kofi qui s'est réellement fait accueillir comme un héros national. Et donc, il raconte qu'il a pu visiter le village de son père, de sa mère, et qu'il a pu prendre sa grand-mère dans ses bras pour la première fois depuis 30 ans. Et que réellement pour lui c'était un voyage incroyable. À ce moment-là, il s'est fait interrompre par Dolph Ziggler qui a fait son entrée. Et donc Ziggler a dit que Kofi Kingston était une source d'inspiration. Mais Ziggler dit qu'on ne devrait pas s'intéresser à Kofi Kingston, on devrait s'intéresser à lui. Et à ce moment-là, il passe sa propre vidéo, qui est une vidéo des meilleurs moments de la carrière de Dolph Ziggler. Ziggler dit qu'il a donné son âme à la WWE, mais au final c'est Kofi qui a reçu l'opportunité pour le titre WWE à WrestleMania. Mais tout ça en fait, ça aurait dû arriver à lui, à Dolph Ziggler, et il dit qu'un jour les gens se rendront compte que c'est Ziggler le vrai héros. Kofi dit qu'il est d'accord avec Dolph Ziggler. Ziggler a eu une belle carrière, mais par contre il dit que Ziggler oublie quelque chose, et là il montre une autre vidéo. Et à ce moment-là on peut voir différents extraits de Dolph Ziggler qui se plaint de sa carrière, et notamment un extrait d'il y a quelques mois à SmackDown où il avait annoncé qu'il quittait la WWE. C'est ça la différence entre lui et Dolph Ziggler. Kofi Kingston lui n'a jamais abandonné. Mais à ce moment-là Ziggler termine avec une dernière vidéo. En gros ce sont les extraits de ces dernières semaines où il a attaqué Kofi Kingston, et donc il termine le segment en disant que si vendredi ce sera lui. À ce moment-là, Ziggler retourne en coulisses et en même temps, Kevin Owens et Sami Zayn font leur entrée pour un match contre Xavier Woods et Kofi Kingston. Et donc on a eu le droit à un match d'environ 8 minutes, et à la fin Kofi Kingston était en feu, il s'est occupé de Zayn et de Owens, et il a terminé le match avec son Trouble in Paradise sur Sami Zayn. Donc vainqueur le New Day. Mais tout de suite après le match, Dolph Ziggler est apparu sur le ring, et donc il a attaqué Kofi Kingston et Xavier Woods, notamment avec des super kicks. Et donc il les a mis KO. Ensuite on retrouve Shane McMahon en coulisses, et en gros il dit que tout ce que sait faire Roman Reigns, Shane McMahon sait mieux le faire. Et en gros il s'apprête à aller sur le ring pour défier Roman Reigns, et il veut voir si Roman Reigns va oser se montrer. Ensuite, grâce à la Wildcard Rule, on a le droit à l'arrivée d'Alexa Bliss pour son talk show au Moment of Bliss, et son invité est Bayley. Et donc pendant l'interview, au départ, Alexa Bliss ne posait même pas de questions parce qu'elle attendait son café. Et donc durant toute l'interview, Alexa Bliss n'arrêtait pas de couper Bayley, et en fait elle parlait de elle-même. Elle parlait des meilleurs moments de sa carrière, et elle disait en gros qu'elle était championne à une période où le titre de SmackDown valait encore quelque chose. Et donc au bout d'un moment, Bayley n'en pouvait plus, donc elle a giflé le café qui était dans la main d'Alexa Bliss, et elle l'a confronté. Mais donc à ce moment-là, elles se sont fait interrompre une première fois par Carmella, et ensuite c'est Charlotte Flair qui fait son entrée, et donc elle dit qu'elle vient de parler à son bon ami Shane McMahon. Du coup ce soir on aura le droit à un match à 3 entre Alexa Bliss, Charlotte Flair et Carmella, et la vainqueur de ce match affrontera Bayley lors de WWE Stomping Grounds, le pay-per-view de la WWE qui aura lieu après WWE Super Showdown, parce que bien entendu les femmes n'ont pas le droit d'apparaître à WWE Super Showdown. Voilà, vous connaissez mon avis sur le sujet. Ensuite très rapidement les commentateurs nous rappellent que ce soir on aura le droit à la présence de Goldberg pour la première fois de l'histoire. Il n'a jamais été à SmackDown de toute sa carrière. Ensuite on retrouve Carmella en coulisses et d'un coup R-Truth sort de nulle part. Et il dit qu'il n'en peut plus de défendre ce titre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup il essaye de convaincre Shane McMahon de modifier les règles. Mais il dit que Shane ne répond jamais. Et là d'un coup en fait le téléphone de Carmella sonne et elle dit que c'est Shane McMahon. Et là R-Truth se rappelle que bah oui c'est normal parce qu'en fait il utilise toujours le téléphone de Carmella. Et donc Shane parle à R-Truth au téléphone et il lui dit qu'il est d'accord, c'est très compliqué les règles 24 heures sur 7. Donc il est prêt à suspendre les règles pendant quelques minutes. Mais par contre il annonce à R-Truth qu'il a un match tout de suite à SmackDown et que son adversaire est déjà dans le ring. Donc le catcheur qui est dans le ring c'est Elias. Donc on a le droit à R-Truth contre Elias dans un Lumberjack match. Donc un Lumberjack match en fait c'est un match des bûcherons. C'est à dire que quand l'un des deux catcheurs sort à l'extérieur du ring, et bien tous les catcheurs qui sont autour du ring ont le droit de le frapper puis de le remettre dans le ring. Et pour info les règles du titre 24 sur 7 sont suspendues pendant ce match pour éviter que les bûcherons autour du ring n'essayent d'intervenir pendant le match. Et donc ça a été un match très rapide, un match d'une quarantaine de secondes, et c'est Elias qui a remporté le match pour devenir nouveau champion 24 sur 7. Mais forcément d'un coup, une fois que le match était terminé,
tous les bûcherons sont montés aux abords du ring, car une fois que la cloche avait sonné, les règles du titre 24/7 avaient repris. Donc à ce moment-là, ça a été une bagarre générale, tout le monde a essayé de s'en prendre à Elias, mais au final, il a réussi à s'échapper pendant que tous les autres catcheurs se battaient. Et du coup, on peut le voir à l'extérieur du ring en train de ramper, et d'un coup, il tombe nez à nez face à R-Truth. Et là, en fait, Elias essaye de s'enfuir en allant sous le ring, mais R-Truth le suit. Et d'un coup, en fait, on ne voit pas ce qui se passe sous le ring, mais on entend un arbitre qui les suit également, et qui effectue le tombé. 1, 2, 3, et d'un coup, en fait, on voit R-Truth qui sort avec la ceinture, et pour info, en fait, il y avait une caméra sous le ring, donc ils ont posté ce qui s'est passé sous le ring sur le YouTube WWE, et en fait, vous pouvez voir qu'il y avait une chaise sous le ring, donc R-Truth a pris la tête de Elias et il l'a frappé contre la chaise, puis il a effectué le tombé pour récupérer son titre. Ensuite, on retrouve à nouveau Aleister Black pour sa petite promo hebdomadaire, et donc il dit que la semaine dernière, il avait lancé un Open Challenge, mais au final, personne n'a répondu, mais pourtant, il dit qu'il n'est pas difficile à trouver, son nom est sur la porte de ses vestiaires en coulisses. Et donc il a terminé sa promo en disant qu'il va attendre patiemment jusqu'à ce que quelqu'un vienne oser le défier. Donc je vous avoue que je me demande de plus en plus qui va être cette personne qui va oser défier Aleister Black. Et j'ai vu beaucoup de fans qui en ont marre en fait maintenant un petit peu de ces vignettes, que ce soit pour Aleister Black ou pour Bray Wyatt. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont marre et vous voulez les voir catcher maintenant. Je suis un petit peu pareil, mais d'un côté la WWE essaye vraiment de construire quelque chose avec ses catcheurs, donc je préfère leur laisser le temps. Et juste une petite remarque par rapport à Bray Wyatt et la vidéo de hier lors de Raw, il y a beaucoup de personnes qui pensent en fait que Bray Wyatt du coup est en train de devenir un espèce de Bayley, un personnage positif, gentil, et que la WWE est totalement en train de le gâcher. Eh bien je souhaiterais juste dire à ces personnes que du coup vous êtes totalement passé à côté des vignettes de Bray Wyatt, parce que clairement en fait il y a un second niveau et je pense que certaines personnes passent totalement à côté, parce que là en fait Bray Wyatt il ne joue pas quelqu'un de gentil, il joue quelqu'un de dérangé, il joue quelqu'un qui est troublé en fait, qui a un problème, et c'est ça ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un côté obscur et qu'il y a un côté positif, et en fait clairement il y a un démon au fond de Bray Wyatt, mais il essaye de le cacher, donc il essaye d'exagérer sa positivité, ce qui fait que justement c'est troublant en fait, et le fait d'ajouter des enfants et des marionnettes, c'est même un petit peu flippant en fait. Mais le but de tout ça au final, ce sera de voir le vrai Bray Wyatt, et honnêtement, c'est limite étonnant de voir un segment comme ça à la WWE, parce que c'est un des trucs les plus profonds, un des trucs les plus construits que j'ai vu depuis très longtemps, donc c'est rare de voir ce genre de choses à la WWE, mais je pense aussi que c'est pour ça que certaines personnes ne le comprennent pas bien, parce qu'ils ne sont pas habitués à autant de complexité dans un segment. Mais voilà, soyez rassurés, pour le moment Bray Wyatt n'est pas en train de devenir une seconde Bayley ou je ne sais quoi. Bray Wyatt est en train de construire un sacré personnage et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Maintenant clairement le problème c'est est-ce que ça va marcher dans l'arène comme ça marche dans les vignettes? Est-ce que les scénaristes et Vince McMahon vont réussir à correctement utiliser Bray Wyatt une fois qu'il sera dans l'arène et dans le ring? Ça c'est une autre question. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Shane McMahon qui est accompagné par les membres de Revival. Shane McMahon commence justement à s'en prendre à Roman Reigns et il le compare à un chien qu'il faut éduquer, qu'il faut dresser. Et donc il dit que de temps en temps, il faut savoir mettre le chien au coin, le punir pour qu'il connaisse sa place. Et donc très rapidement, Roman Reigns a fait son entrée, donc de Revival sont montés sur la rampe pour essayer de l'attaquer, mais Roman Reigns s'est rapidement débarrassé des membres de l'équipe. Et donc il se dirige vers le ring pour s'en prendre à Shane McMahon, mais à ce moment-là, Drew McIntyre sort de nulle part et il porte un Claymore Kick à Roman Reigns. Puis le segment se termine un petit peu comme à Raw, les catcheurs s'acharnent sur Roman Reigns et Shane termine en lui portant un gros spear et en faisant le cri de Roman Reigns plusieurs fois pour se moquer de lui. Donc le troisième match de la soirée c'était Alexa Bliss contre Carmella contre Charlotte Flair, et donc durant le match pour info, Mandy Rose et Sonya Deville ont fait leur entrée et elles sont restées sur la rampe. Et vers la fin du match, Carmella a été lancée, elle a porté un super kick à Charlotte Flair, mais à ce moment là en fait Mandy Rose a essayé de la faire trébucher, et donc forcément en fait ça a déconcentré Carmella qui s'est pris un DDT par Alexa Bliss pour la victoire. Donc vainqueur et nouvelle challengeuse pour le titre de SmackDown, Alexa Bliss, une catcheuse de Raw. Donc voilà, comme je vais dire le brand split n'existe quasiment plus, et maintenant Raw et SmackDown c'est quasiment les mêmes shows. Et à côté de ça, je voudrais juste faire une remarque parce que plusieurs personnes m'ont précisé dans les commentaires que si maintenant les mêmes gens apparaissent à Raw et SmackDown, c'est parce que les chaînes télé l'ont demandé, parce qu'ils veulent les grosses stars sur Raw et SmackDown. Bah en fait, je voulais vous dire que forcément je suis au courant parce que j'en ai parlé dans les news il y a plusieurs semaines, et à côté de ça surtout en fait c'est un très mauvais argument, parce que c'est un argument à court terme de la part d'entreprises qui, j'ai l'impression, ne comprennent rien au business. Parce que forcément en fait, si tu nous mets tout le temps les mêmes stars à Raw et SmackDown, ça va être bon peut-être à court terme, mais ça
ça va être très mauvais à long terme, parce que comme je vous l'ai dit hier, les gens n'en pourront plus de voir tout le temps Roman Reigns, Charlotte Flair, AJ Styles, Sami Zayn, etc. Toujours les mêmes 4-5 catcheurs qui sont à Raw et SmackDown, au bout d'un moment ça va faire vomir les fans. Et à côté de ça, justement, comme j'en ai parlé hier, ça empêche une quarantaine de catcheurs d'apparaître à la télé. Ce qui fait en fait qu'encore une fois, sur le long terme, ça empêche de créer de nouvelles stars. Donc vous avez beau me dire que c'est parce que les chaînes veulent les grosses stars à Raw et SmackDown, et bien à long terme c'est très négatif, parce que de 1 ça gâche la popularité de des stars actuelles, et de 2 ça t'empêche de créer de nouvelles stars. Donc voilà, malgré tous les arguments que vous pourrez me donner, la wildcard rule c'est une très mauvaise idée, à moins de l'utiliser avec modération comme j'en avais parlé il y a quelques semaines, c'est-à-dire juste 1 ou 2 noms qui de temps en temps apparaissent à l'autre show, comme ça au moins ça reste surprenant. Ensuite, donc pour info, il était annoncé qu'on aurait le droit à une interview de Lars Sullivan ce soir. Et donc Kayla Braxton est dans le ring et Lars Sullivan fait son entrée. Et à la base, comme d'habitude, on pensait que Lars Sullivan n'allait pas répondre. Mais au final, il a dit quelques mots. Et en gros, en fait, il s'est comparé à un animal. Il s'est comparé à un lion. Et donc il dit que son but, son objectif, c'est de montrer en fait que le monde, ce n'est pas que le soleil et des arcs-en-ciel, mais le monde est rempli de monstres comme lui. Et en gros, il a terminé en disant qu'il allait exploser la Lucha House Party vendredi lors de WWE Super Showdown. Et je pense qu'on peut lui faire confiance. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Andrade et Zelina Vega, puis Apollo Crews. Mais avant le début du match, Andrade attaque Apollo Crews et il lui porte son Hammerlock DDT. À ce moment-là, son adversaire de vendredi, Finn Balor, fait son entrée et les deux lutteurs commencent à se battre. Mais grâce à l'intervention de Zelina Vega, c'est Andrade qui prend l'avantage et il porte également son DDT sur Finn Balor. Et donc ensuite, on a le droit à l'entrée de Goldberg. Goldberg qui fait son entrée pour la première fois à SmackDown. Et en gros, en fait, il a été très rapide. Il a remercié les fans, puis il a dit que ça fait 20 ans qu'il attend de savoir ce que c'est que d'être dans le ring avec The Undertaker. Et il dit qu'il est d'accord avec ce que The Undertaker a dit hier lors de Raw. Il ne va pas amener Goldberg, l'homme qui aime sa famille et les fans, il va amener la bête, celui qui était l'icône de la WCW. Il lui dit qu'il sera le prochain à reposer en paix. Et à ce moment-là, Goldberg lâche son micro, mais d'un coup les lumières s'éteignent. Et forcément, quand les lumières se rallument, The Undertaker est derrière Goldberg. Et donc là, Goldberg se retourne et il commence à rigoler. Puis il se met face à face à The Undertaker. Et donc clairement, il y a une grosse tension, mais à ce moment-là, les lumières s'éteignent à nouveau. Et quand elles se rallument, The Undertaker avait disparu. Donc voilà, c'est un segment intéressant pour terminer SmackDown. Et clairement, ça a hypé le match qui aura lieu vendredi soir. Mais comme je vous l'ai dit hier lors de Raw, c'était pas assez, et donc je vais juste terminer la vidéo en parlant de ça très rapidement. Parce qu'en gros hier je vous ai dit qu'on peut pas juste mettre deux gros noms comme Goldberg et The Undertaker ensemble et lancer un match sans même le builder, sans même faire des segments pour le hyper. Et du coup certaines personnes m'ont fait une remarque stupide en me disant que dans d'autres fédérations ça arrive tout le temps, par exemple Kazuchika contre Will Ospreay sans aucune build-up, et que de ce côté là en fait personne ne se plaint, alors qu'à la WWE bien sûr je suis le premier à bâcher. Et donc en fait c'est stupide parce que justement je vais prendre cet exemple de Kazuchika Okada contre Will Ospreay. Donc déjà quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de build dans un match Okada-Will Ospreay, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la New Japan, parce que ces deux catcheurs en fait ça fait 2 ans qu'ils créent plus ou moins leur rivalité, alors qu'à la base ils sont dans le même clan, et que Okada est justement plus ou moins un maître pour Will Ospreay. Justement c'est ça l'histoire, c'est maître-élève. Mais à côté de ça le truc en fait c'est que des mecs comme Okada et Will Ospreay n'ont pas besoin de builder un match, parce que ce qui compte dans leur match en fait ce n'est pas la rivalité, ce n'est pas les segments, c'est ce qui va se passer dans le ring, parce que ce sont deux des meilleurs catcheurs au monde. Mais par contre, pour The Undertaker et Goldberg, on ne peut absolument pas dire ça aujourd'hui en 2019. Et justement, au contraire de la New Japan, à la WWE, aujourd'hui en 2019, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le ring qui est important. C'est ce qui se passe autour. Ce sont les promos, ce sont les vignettes, ce sont les segments, ce sont les entrées, ce sont les interviews. C'est ça toute la magie de la WWE, à l'inverse de la New Japan qui essaye justement de s'approcher de la WWE à ce niveau-là. Mais clairement, en fait, au niveau des ligues indépendantes de la New Japan, etc., on se concentre plutôt ce qui est dans le ring, alors qu'à la WWE on se concentre sur tout ce qui est en dehors du ring. Et surtout avec deux catcheurs qui sont âgés et qui peuvent plus nous donner un bon match, c'est-à-dire Goldberg et The Undertaker, clairement à ce moment-là ce qui est important en fait dans le match, ce n'est pas l'action qu'il y aura dans le ring. Ce qui aurait été cool en fait, ça aurait été de voir toute la belle rivalité qu'on aurait pu avoir avec deux tels noms. Parce que quand vous voyez l'excitation qu'a provoqué le segment entre Goldberg et The Undertaker hier à SmackDown, parce que c'était tout de même assez cool, il faut l'avouer, même si c'était assez simple, et bien imaginez-vous ce qu'aurait été une vraie rivalité Goldberg et The Undertaker. Donc voilà, c'est ça toute la différence en fait. C'est qu'on ne peut pas comparer un Goldberg Undertaker contre Okada et Ospreay, parce que dans ces deux matchs en fait on recherche totalement autre chose. Pour le match New Japan ça va être le catch dans le ring qui est important. Pour le match Goldberg et The Undertaker c'est le côté entertainment qui est important, et justement c'est tout ce qu'on n'a pas eu. Pour info, hier, quand Goldberg a effectué son entrée une fois qu'il est arrivé sur le ring, c'est-à-dire après avoir marché 2 minutes,
il était essoufflé comme jamais, et au bout de 6 minutes, juste après avoir parlé, il était totalement transpirant. Donc voilà quoi, je veux dire, ça vous donne le niveau actuel de la cardio de Goldberg quoi. Et je veux dire, c'est pas comme si on aura l'occasion de revoir une rivalité Undertaker ou Goldberg. C'était la seule occasion pour la WWE d'essayer de nous créer une histoire intéressante entre l'Undertaker et Goldberg, et ils sont passés à côté. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SmackDown dans les commentaires. Et donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la vidéo pronostic de WWE Super Showdown, et je vous donnerai toutes les informations de diffusion par rapport au show qui sera diffusé sur AB1 vendredi soir. Ciao tout le monde!